Reprendre ses études de psychologie à distance, c'est quelque chose que beaucoup de personnes veulent faire aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo afin de vous livrer mes conseils pour reprendre ses études de psychologie tout en gardant un travail en parallèle. J'ai été très contactée concernant ce sujet parce qu'en effet, il y a 2 ans et demi, j'ai été diplômée en tant que psychologue clinicienne. J'ai repris mes études vraiment depuis la licence 1, alors que j'avais déjà fait d'autres études avant, j'avais déjà travaillé avant. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous parler du pourquoi. Pourquoi j'ai voulu reprendre des études de psychologie. Après le bac, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles et je suis entrée en école de commerce 2 ans après. Donc l'option que j'avais, c'était l'option finance. J'ai commencé à travailler dans un groupe bancaire à Paris dans la foulée. Et j'étais mes journées entières devant des docs Excel à analyser des données, à faire voilà, ce qu'on peut appeler de l'audit pour les gens qui connaissent, du contrôle de gestion, des choses comme ça. Et je sentais vraiment que ça manquait de sens et que ça manquait d'humain. J'étais vraiment dans une quête de sens. Et si j'ai voulu étudier la psychologie, c'est parce que je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à être heureux dans ce monde. Comment aller mieux, comment guérir quand on a vécu un traumatisme. Et je me disais qu'en fait la psychologie apporterait des réponses à ces questions-là. Je voyais la psycho un peu comme une promesse. Je regardais une émission d'ailleurs à cette époque qui s'appelle Toute une histoire et je voyais les psychologues sur le plateau parler de l'humain et je me disais waouh, c'est magnifique de parler de l'humain parce qu'à ce moment-là, moi je parlais de chiffres quoi. J'étais devant des docs Excel toute la journée. C'est ça qui m'a donné envie d'étudier la psycho, c'est vraiment cette envie de comprendre comment on fonctionne. Et pouvoir aider des gens dans mon entourage et peut-être aussi devenir psychologue. Mais quand j'ai commencé mes études de psychologie, je me disais pas forcément que j'allais devenir psychologue. Voilà, j'étais déjà super heureuse de pouvoir étudier la psycho. Donc je me souviens que je m'étais réveillée un matin en me disant bon ben tu sens que tu n'es plus à ta place dans le secteur bancaire, mais du coup tu vas faire quoi ? Et c'est là que c'est venu, cette idée d'être psychologue. Moi, il était hors de question que je reste 5 ans sans avoir de salaire. À ce moment-là, je travaillais depuis 3 ans et demi déjà dans le secteur bancaire. Et donc, j'étais complètement autonome et je voulais rester en fait, vraiment rester autonome. Et donc là, en fait, on fait un retour dans le temps à vraiment mi-2013. Je vais à une conférence et quelqu'un me dit mais en fait tu peux faire ces études entièrement à distance et là c'est une révélation. Donc elle me donne le nom de l'université, IED Paris 8, Institut d'études à distance Paris 8. J'appelle le secrétariat, la personne qui gère les inscriptions me dit bah écoutez c'est fini, vous ne pouvez plus vous inscrire. Puis on discute et puis elle finit par mettre mon nom sur une liste, en tout cas par un concours de circonstances. On était au mois de septembre, je peux commencer direct l'année à ce moment-là, donc septembre 2013, je commence ma licence 1 de psychologie. Alors moi j'ai fait ma licence de psychologie entièrement à distance avec l'IED Paris 8, dont la L3 en 2 ans. Voilà, parce que j'entendais que pour être prise en master de psychologie clinique, c'était important d'avoir un bon dossier. Donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté, parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé de garder mon travail dans le secteur bancaire tout en étudiant. Et donc je trouvais que faire la L3 en 2 ans, ça allait me faciliter la tâche. J'ai fait une pause entre la L3 et le Master 1. Ensuite, j'ai fait mon Master, pas à distance, mais en présentiel avec l'Université Paris Descartes. Paris 5. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En tout cas, je peux tout à fait témoigner de ce que c'est que d'une licence de psycho à distance, tout en gardant son travail. Mon master, certes, je l'ai fait en présentiel, mais ça reste le même programme. Et je connais énormément de gens qui ont étudié et qui ont fait leur master entièrement à distance. Et c'est tout à fait faisable aussi. Je sais qu'il y a d'autres facs en France qui proposent des programmes d'études de psychologie à distance et je crois que Reims en fait partie. À ce moment-là, vous pouvez peut-être vous renseigner. Voilà, moi en tout cas, j'ai pas énormément d'infos. Je pense que l'IED Paris 8, c'est l'université la plus reconnue pour le programme à distance. C'est celle que font le plus de gens. Ce que je tiens à préciser aussi, c'est que j'ai choisi ces études de psychologie parce que c'est un bagage reconnu.
que moi c'était mon désir, mais aussi et surtout parce que c'était le seul que je connaissais. En 2013, moi j'avais pas encore vraiment mis les pieds dans le domaine qu'on pourrait appeler du développement personnel spiritualité. J'avais vu 2 psys dans ma vie et c'est par la suite que j'ai découvert d'autres approches que la psychologie clinique classique qu'on peut nous enseigner à l'université. Par la suite j'ai découvert d'autres choses comme l'hypnothérapie, qui m'ont vraiment conquise. Mais en tout cas, à ce moment-là, je ne connaissais que la thérapie par la parole. Donc, je vais vous parler du programme. Alors, et aussi, je vais vous parler du programme et je vais vous parler de l'organisation. Donc, l'organisation, c'est simple. On a des cours, des documents PDF qui sont sur une plateforme. Voilà, que ce soit en licence 1, licence 2, licence 3. Ces cours, en fait, on les télécharge. Et après, on prend son temps et on a tout son temps dans l'année pour les étudier à notre rythme, quand on veut, quand on le sent. Il y a certaines deadlines, dates, il y a des documents à rendre aussi, à faire chez soi, donc des dossiers écrits, ce qu'on appelle, ça s'appelle les projets tutorés, en tout cas dans l'Institut d'études à distance où j'ai fait mes études. Et donc ces documents à faire chez soi, parfois il y a une date limite de rendu, mais sinon en fait il y a des examens à la fin de l'année en juin et ou en septembre de chaque année de licence. Donc c'est à dire qu'on peut passer tous ces examens en juin ou faire moitié-moitié, une partie juin, une partie septembre, ou tous ces examens en septembre. Là on s'organise comme on veut. Donc lors de ces examens il s'agit évidemment d'être là physiquement. Le programme, moi j'ai été un peu déçue par le programme, donc là vous pouvez le voir, je vous ai mis tout le programme de la licence. Donc on voit qu'il y a des cours de biologie, c'est quoi la neuropsychologie, on voit qu'il y a des cours de fonctionnement cognitif, sur le fonctionnement du cerveau, la psychologie ergonomique. Il y a aussi des cours qu'on appelle psychopathologie et troubles mentaux qui consistent à établir un diagnostic en fait. On nous apprend ce que c'est qu'une dépression, ce que c'est qu'un trouble d'anxiété généralisée, qu'une schizophrénie. Donc en fait on apprend ce que c'est que les symptômes pour pouvoir détecter, ok, telle personne souffre d'une dépression ou d'une schizophrénie. Moi ce qui m'a sauté aux yeux et ce qui m'a déçue assez rapidement pendant ma licence, c'est que la promesse c'est que les attentes que j'avais de ces études de psychologie, de comprendre comment on guérit, comment on soigne d'un traumatisme, comment on va mieux, pour moi n'étaient pas remplies clairement par ce programme. Il y a quelques profs moi qui m'ont beaucoup inspirée, mais assez peu pour être honnête, et j'ai rien contre les profs, c'est juste que ce programme est fait comme ça. Pour pouvoir être psychologue clinicien, il faut étudier les statistiques, il faut étudier la sociologie, il faut étudier le fonctionnement du cerveau anatomiquement. Ces choses-là peuvent être utiles, sauf que moi je voulais aller directement à l'essentiel, j'avais une faim de comprendre et qui n'était pas vraiment assouvie. Après, ce que je me suis dit pendant toute ma licence, c'est accroche-toi, une fois que tu seras en master, tout le monde me disait tu verras en master ce sera beaucoup plus intéressant. Ce qui est aussi intéressant avec ces études, c'est les stages. Donc on a 500 heures de stage à faire pour valider le diplôme de psychologue clinicien, 500 heures de stage à faire en master. Moi, dans l'université dans laquelle j'étais, donc l'IED Paris 8, on nous proposait de faire déjà un stage dès la licence qui est facultatif, que moi j'ai fait et qui m'a beaucoup intéressée, parce que c'est là où on découvre le terrain. Moi, les stages que j'ai faits, ça a été dans des hôpitaux psychiatriques, dans des centres d'addictologie aussi, où vraiment j'assiste le ou la psychologue et je vois comment ça se passe, une réelle consultation de psy. Et ça m'intéressait vraiment. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait, comment on s'occupe des personnes qui ont ce qu'on peut appeler, j'aime pas du tout ce mot, les troubles mentaux, mais bon, c'est pas grave, comment on s'occupe de ces personnes-là en France. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que vous pouvez obtenir des équivalences pour entrer direct en deuxième année d'études de psychologie, donc ça fait que les 5 ans se transforment en 4. C'est déjà un peu plus faisable. Donc ça, c'est au cas par cas, selon les universités. Parfois, vous pouvez obtenir tout simplement des matières qui sont déjà validées. Par exemple, quand on a fait une école de commerce, on considère que l'anglais, on maîtrise, donc il n'y a pas besoin de repasser les examens d'anglais, de sociaux, de statistiques, par exemple.
L'avantage de cette formation à distance, c'est que tu t'organises comme tu veux. C'est aussi un inconvénient, bien sûr. Parce que du coup, tu as des cours sur une plateforme, tu peux poser des questions aux profs, par contre sur les forums, il y a un petit forum aussi, ça je ne l'ai pas précisé, sur ces plateformes où tu peux poser des questions, tu as aussi des groupes entre élèves où les élèves se répondent entre eux et tout. Mais voilà, mais ça nécessite quand même, moi je trouve, une certaine organisation. Alors je vais vous parler un petit peu de mon organisation. Donc moi ce que je faisais, c'est que je récupérais le programme de l'année, dès qu'il était disponible, je crois que c'était le mois d'octobre, il y avait tous les cours en ligne pour l'année. Et en premier, je m'occupais des projets à rendre, les projets, donc ce qu'on appelle les projets tutorés, à rendre, écrire un document, donc en général ça va être des mini petits mémoires sur des sujets, etc. Donc, moi je faisais d'abord en priorité tout ce qu'il fallait rendre, comme ça c'était fait. Ça je le faisais en automne et ensuite je ne touchais pas en fait réellement aux cours. Ça c'est ma méthode, hein. Je ne touchais pas aux cours avant le mois de février. Voilà, j'avais décidé que ces études de psychologie me prendraient 4 mois, 5 mois par an, mais pas plus quoi. Je voulais pas, voilà, je voulais pas que ça me prenne tout mon temps. J'avais quand même un travail assez prenant à ce moment-là, donc les réelles révisions, je commençais ça en février. Et donc ce qui se passait à ce moment-là, c'est que je téléchargeais tous les cours et je me faisais un planning de révision. Donc première étape évidemment, c'est de lire le cours, et puis ensuite c'était pour moi de faire des fiches. Et puis ensuite c'était d'apprendre les fiches. Donc le soir, au lieu de rester jusqu'au boulot jusqu'à 21h, j'arrivais à m'organiser d'une façon à ce que souvent, de 19h à 20h30, j'étudiais mes cours. Donc mes cours qui étaient répartis sur un programme. Par exemple, le lundi soir, c'était la biologie, le mardi soir, l'ergonomie, le mercredi soir, c'était le cours de psychopathologie et troubles mentaux. Et donc, je faisais tourner comme ça les matières. Et en général, le dimanche, j'essayais aussi, tout mon dimanche après-midi, souvent, je révisais aussi mes cours. Donc moi, j'estime cette charge de travail globale de révision, de fiches, après chacun s'organise évidemment comme il veut, mais j'estime cette charge de travail à 8-10 heures par semaine environ, échelonnée sur une période de 4-5 mois. Ce que je dois ajouter aussi, c'est que j'avais quand même fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce qui m'avait quelque part entraînée à m'organiser pour des révisions, d'examens. Et donc quand je me suis retrouvée en L1 de psycho, ça me paraissait peut-être moins lourd que si j'étais allée direct en L1 de psycho et que les études de psycho étaient les premières études que j'avais faites. Donc grâce à cette prépa, j'avais pu atteindre une méthode de travail. Et s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'avoir une vision d'ensemble sur vos cours. De regarder le sommaire, par exemple, d'un cours et de vous dire quelles sont les idées les plus essentielles, quelles sont les idées les plus importantes et aller du général au particulier. Il y a certains détails, par exemple, que je décidais de ne pas apprendre. J'essayais, quand je révisais mes cours, d'être vraiment efficace sur le temps imparti et aussi d'être en bonne forme physique. Et quelque chose m'a aidée, j'ai envie de dire, au niveau chimique. Alors, je ne vais pas vous proposer de prendre de la drogue dure, mais voilà, c'est une espèce de plante qui s'appelle le ginseng, qui vient d'Asie, il me semble, et qui a vraiment des propriétés non seulement antioxydantes, mais aussi la mémoire, retenir quelque chose, se concentrer. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup aidée. Voilà, j'ai pris des compléments alimentaires de ginseng pendant toutes mes révisions. Donc voilà, ça aussi, c'est important de se demander dans quel état on se met à réviser nos cours. Parce que parfois, on peut être fatigué et puis ça peut... comme on n'arrive pas à entrer dedans, ça dure des heures et on n'a pas avancé. Ce que je peux aussi vous préconiser, c'est d'avoir toujours un cours imprimé avec vous dans votre sac à main. Et comme ça, quand vous prenez le train ou que vous prenez le métro, ou même, j'ai envie de dire, si vous êtes dans une file d'attente à la pharmacie ou au supermarché, vous pouvez sortir votre cours et le lire un peu, surligner des passages. Tout ce temps, je ne l'ai pas forcément inclus quand je vous ai dit 8 à 10 heures par semaine. Donc voilà, j'avais toujours mes fiches ou mes cours avec moi et je pouvais les consulter dans des moments comme ça de battement.
que je faisais aussi, et ça je le conseille beaucoup, c'est que au moment des examens, la semaine qui précédait les examens, voire même plutôt les 2 semaines qui précédaient les examens, je prenais congé. Alors, il faut savoir qu'en France, on peut avoir des congés examens qui durent au moins toute la durée de nos examens. Donc la semaine d'examen, c'est possible de l'avoir en congé déjà. Et puis je prenais des congés en plus pour vraiment pouvoir me concentrer sur les révisions. Et je dois dire que les 2 semaines avant ces examens, voilà, c'était toute la journée. Enfin, je révisais de 9h du mat à 20h. Ce qui est important dans ces études, c'est de tenir sur la durée. C'est pas forcément de faire un sprint final. Quand je dis tenir sur la durée, c'est la durée de l'année scolaire qui n'est pas forcément évidente et aussi la durée dans le temps de ces études de psychologie. Donc moi, tout le monde me disait « mais 5 ans, c'est énorme, ça va te prendre un temps fou ». En fait, le temps passe assez vite. Quand j'y pense, en fait, c'est passé vite. Et puis comme ça prenait pas toute la place, comme je le disais, ça concernait quelques mois par an, bah, au final, ça allait, quoi. C'était pas si dur que ça. Et puis aussi, moi, j'avais cette perspective, cette envie de devenir psychologue clinicienne à l'hôpital. Les choses ont un peu... Je vais vous expliquer par la suite ce qui s'est passé, et puis ce qui a fait qu'au final, pour l'instant, je ne suis pas psychologue clinicienne à l'hôpital. Mais en tout cas, c'était mon objectif, et du coup, je savais pourquoi je le faisais. Même s'il y avait des cours un petit peu difficiles, j'avais un vrai pourquoi. Et ça m'a aidé à tenir sur la durée. Et puis c'est important aussi d'avoir le soutien de ses proches, d'en parler autour de soi, de ce projet d'orientation, parce que on va pas se le cacher, là je vous dis 10 heures par semaine pendant 4 mois, mais ça reste prenant et ça reste très prenant. Et moi je pense que ça m'a aussi amené à frôler un peu le burn-out, et d'ailleurs je vais y venir. À la fin de ma L3 de psychologie, j'ai décidé de faire une pause. Entre la 3e année et le Master 1, je regrette pas du tout ça. Du coup, si vous calculez en tout, ça a pris 7 ans en fait, mes études de psychologie, puisque je les ai commencées mi-2013 et se sont terminées mi-2020. Avec une L3 en 2 ans et une pause. Et donc cette pause, pour les personnes qui me connaissent ici sur cette page, pour les nouvelles, du coup je vais vous en parler. En fait cette pause, donc c'était là on est en 2017, mi-2017, à ce moment-là je quitte définitivement mon travail dans le secteur bancaire. Je me dis, peut-être que je serai psychologue, mais il n'y a rien de sûr à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment cette envie de me reconnecter à moi-même, de partir marcher. Donc, je décide, mi-2017, de partir marcher de la maison où j'ai grandi en Alsace jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Donc, je marche 4 mois sur le chemin de Compostelle et c'est une expérience vraiment transformatrice. Vous allez voir plein de contenu sur ma chaîne YouTube à ce sujet. Voilà, à ce moment-là, j'ai l'idée de réaliser le film Chemin de vie que je réalise et par la suite. Et puis aussi une idée d'écrire un livre qui finalement qui est sorti en fait l'année dernière en librairie, qui s'appelle Marcher vers son essentiel. Cette pause que je fais, c'est vraiment une pause de reconnexion à moi-même. Et puis je profite aussi de cette pause pour faire un stage en plus dans un centre d'addictologie en Alsace, qui me permet aussi de justifier un peu cette pause en disant voilà, j'ai fait ce pèlerinage pour mieux me connaître et j'ai fait plusieurs mois de stage dans un centre d'addictologie. Donc après, c'était pas forcément pour justifier cette pause, c'était aussi parce que moi j'ai toujours été assez intéressée par le domaine de l'addictologie et j'avais ce temps. Et donc mon Master 1 et mon Master 2, je les ai réalisés en présentiel. À ce moment-là, j'aurais pu réaliser mon master avec l'Institut d'études à distance Paris 8 à distanciel. C'est juste qu'à ce moment-là, et peut-être que ça a changé depuis, mais on nous proposait de faire ce master en 3 ans. Les 2 ans qu'il y avait à faire, il fallait les faire en 3 ans, sauf grande exception. Donc ça, déjà, ça m'embêtait un peu. Et puis aussi, le master à l'IED était beaucoup plus cher. Moi, j'étais embêtée de devoir faire mon master en 3 ans parce que je voulais que ça aille vite. Je voulais vraiment être diplômée rapidement. J'étais assez pressée d'aller dans le vif du sujet, surtout après avoir fait un pèlerinage de 4 mois qui m'a vraiment reconnectée j'ai envie de dire, à mon essentiel. Donc à ce moment-là, les cours d'anatomie du cerveau ou les cours de statistique m'intéressaient beaucoup moins. Enfin, en tout cas, je voulais pas faire de recherche. Donc j'étais moins dedans, quoi.
Est-ce que c'est possible de faire son master totalement à distance? La réponse est oui, un grand oui. Donc moi j'ai vu plein de gens le faire. Le seul inconvénient, enfin la seule contrainte, c'est qu'il y a pas mal de temps de stage à faire en master 1 et master 2. Donc c'est 500 heures réparties entre le master 1 et le master 2. Donc si on fait le calcul, je crois que ça fait 3 mois à plein temps de stage, à raison d'à peu près 35 heures par semaine de stage. Donc j'ai vu beaucoup de personnes poser par exemple des congés sabbatiques pour faire leur stage, et puis le reste du temps, les personnes suivaient leurs cours à distance et passaient leurs examens à la fin de l'année comme d'habitude. Arrivée en master, j'ai été un peu déçue à nouveau par le programme. Pour moi, il y a beaucoup de cours qui sont très théoriques. On revient toujours sur ok, c'est quoi une dépression, c'est quoi une schizophrénie, quels sont les symptômes. Et beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en psychologie se retrouvent complètement démunis une fois le diplôme obtenu. Parce qu'on ne va pas assez dans l'essentiel qui est ok, aujourd'hui tu as un patient en face de toi, qu'est-ce que tu fais? La personne a envie de se suicider, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui dis? Et c'est pas seulement qu'est-ce que tu lui dis, c'est de quel espace tu reçois ces mots et dans quelle posture tu es. Tout ça, ça n'est pas enseigné ou suffisamment enseigné, clairement, en fac de psychologie. Ce qu'on nous a dit beaucoup pendant ce master, parce que moi j'ai posé ces questions-là, ça a été de toute façon, on ne vous forme pas à la psychothérapie. On vous forme à entrer dans des hôpitaux psychiatriques ou des institutions dans lesquelles, en général, on fait de la thérapie, beaucoup de soutien, où on assiste aussi les psychiatres finalement qui posent un diagnostic. Et si on veut aller plus loin avec d'autres approches, il faut qu'on se forme en parallèle ou à côté ou après ces études-là. Donc moi, il y a une approche qui m'a beaucoup intéressée pendant mes stages, ça a été l'EMDR. J'ai découvert cette approche-là parce que le psychologue que j'assistais pratiquait l'EMDR. J'ai trouvé ça fascinant sur le traitement du trauma. Voilà, c'est une méthode qui consiste à rééquilibrer les deux hémisphères, Voilà, vous tapez EMDR sur Google, vous allez trouver. J'ai du mal à vraiment en parler, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a donné des idées. Mais ce qui m'a permis de tenir en master, malgré le fait que le programme, voilà, je le trouvais un peu léger, au niveau de... Je le trouvais trop théorique. Ça a été un stage que j'ai pu faire. C'est un stage que j'ai fait en yoga thérapie, où en fait, on faisait du yoga avec des patientes atteintes d'états de stress post-traumatique. Et moi j'ai adoré ce stage parce que moi-même je me suis connectée à mon corps avec le yoga et je me suis dit waouh, c'est fort quoi, on entre vraiment dans les cellules quoi du corps et il y a une mémoire en fait traumatique qui est inscrite dans les cellules et c'est un sujet qui me passionne vraiment. J'ai aussi fait un mémoire sur ce sujet, mémoire de fin d'études. Le fait d'avoir fait un stage en yoga thérapie, ça m'a aidé à tenir. Sinon, voilà, j'avoue que j'en avais un petit peu ras-le-bol à la fin. Donc j'ai été diplômée l'été 2020. On était en pleine période Covid où il fallait, pour pouvoir travailler dans les institutions, avoir un masque FFP2 en face d'un patient qui a un masque FFP2 avec un plexiglas entre nous, le vaccin obligatoire. Et à ce moment-là, je venais d'être diplômée et on venait de me faire une proposition qui était de réaliser la version longue de mon film Chemin de vie. Moi, j'avais fait une version courte de façon totalement amatrice les années d'avant. Et là, on m'a proposé de faire une version qui ferait 55 minutes avec des gens du métier, de retourner sur le chemin de Compostelle et donc et de faire une version aussi plus professionnelle. Puisque moi, l'envie que j'avais à ce moment-là, c'était de faire des conférences autour du chemin de Compostelle et de faire des projections cinéma. Et en fait, j'ai décidé de ne pas postuler en institution, donc je me suis concentrée sur la version longue de mon film et sur, par la suite, l'écriture du livre Marcher vers son essentiel, qui est sorti donc en librairie en 2022. Donc voilà, j'ai quand même lancé des consultations à distance et dans mon appartement parisien, je faisais des consultations. Et c'est là que j'ai pu aussi découvrir là où j'étais à l'aise et là où j'étais moins à l'aise. Je réalisais que quand les personnes me relataient des gros traumas qu'elles avaient eus, c'était difficile pour moi de les accompagner puisque je ne me sentais pas assez outillée, pas assez ancrée à ma place. Et d'ailleurs, j'ai fait une formation à ce moment-là en maïeusthésie avec Thierry Tournebise. J'ai terminé cette formation il y a environ 1 an et j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Et cette formation en maïeusthésie m'a énormément appris. Vraiment, j'ai trouvé ça génial sur la posture,
Parce qu'en fait, l'avantage de la myesthésie, c'est qu'on entre dans un état modifié de conscience, soit en tant que thérapeute, et on amène la patiente ou le patient à entrer dans cet état aussi. Ce qui fait qu'on n'est plus juste sur la thérapie par la parole, où la personne, elle dit ce qui s'est passé, elle raconte et tout. Là, en fait, on peut même n'avoir aucune information sur ce qui s'est passé dans la vie du patient et l'aider quand même, grâce à cette approche, en fait. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, je vous conseille d'aller la voir. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé la myesthésie, à accompagner davantage les gens, mais c'est surtout que je me suis rendu compte que ce qui me faisait vibrer, en tout cas à l'instant T, c'est d'accompagner des personnes qui ont des projets de cœur. Par exemple, écrire un livre ou faire un film, comme par hasard, c'est des projets que j'ai moi-même réalisés. Bon, c'est par hasard, on le sait. Et donc d'accompagner sur des projets de cœur. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui ont des projets de documentaires, de livres, à avancer vers leurs envies. Donc j'ai à la fois cette casquette un peu psy-coach, et puis à la fois mon expérience d'être moi-même allée au bout de ces projets-là. Donc c'est un peu plus du consulting projet que je fais aujourd'hui. Donc pour l'instant, on va dire que ce diplôme, qui a mis 7 ans à être obtenu, enfin 6 ans on va dire, en fait je ne l'ai pas vraiment utilisé. C'est une expérience vraiment intéressante, mais j'ai pas encore... je travaille pas en institution aujourd'hui. On verra ce qui se passera à l'avenir, parce que tout change tout le temps évidemment. Mais je pense que j'utiliserai une approche qui me parle, comme par exemple le MDR, où vraiment on passe par le corps. On n'est pas seulement au niveau du mental. Là, moi, j'ai essayé de vous présenter de façon assez honnête un panorama de ce que c'est que des études de psychologie à distance. Maintenant, vous avez les cartes en main pour juger si vous vous sentez capable de consacrer plusieurs années de votre vie à étudier toutes ces matières. Moi, ce que je pense, c'est que si c'est là votre joie et si vous sentez que vous voulez travailler dans une institution, allez-y. C'est de très bonnes raisons pour le faire. Après, si vous sentez que c'est un programme qui est très lourd, vous n'êtes pas obligé de reprendre des études de psychologie pour accompagner des personnes. Je pense qu'aujourd'hui, je serais plus prête à faire ça. Là, aujourd'hui, avec les infos que j'ai, mais bon, c'est facile à dire vu que j'ai fait tout le cursus. Donc, j'ai envie de vous dire, essayez de suivre votre joie. Si vraiment c'est important pour vous de vous sentir reconnu et légitime, oui, vous pouvez faire ces études-là. Après, ce que j'ai envie aussi de dire, c'est que avoir ce diplôme de psychologue clinicien ne suffit pas à se sentir légitime. Moi, ce qui m'a réellement aidée à me sentir légitime dans mes accompagnements, c'est pas ces 5 ans d'études-là, c'est vraiment mes expériences de vie. Ça a été le fait d'avoir passé des centaines d'heures à méditer et donc à atteindre une forme de présence à certains moments qui peut me permettre d'accompagner avec cette présence et cette écoute. Ça a été mes épreuves de vie aussi, le travail que j'ai pu faire sur moi-même en allant voir énormément de psychologues, thérapeutes dans ma vie. Ça a été la formation myesthésie aussi m'a énormément apporté parce qu'on a beaucoup travaillé cette notion de posture. Parce que moi, ce que je crois, c'est que c'est vraiment la posture en fait qui apporte dans une pratique en tant que psychologue. Même si j'ai tout un bagage théorique, si je ne suis pas dans une forme de grande présence en face de mon patient, si je pense à ce que je vais dire, ça va pas marcher. Il y a vraiment cette posture à avoir où on est désarmé, on est à l'écoute de ce qui se présente dans l'instant, où on n'a pas de préjugés, où voilà, cette posture d'ouverture, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment bien développé grâce à cette formation en myesthésie. Et il y en a plein d'autres, des formations comme celle-là. Je me suis aussi formée à la communication non violente, à la CNV. Ça aussi, ça m'aide énormément parce que grâce à cette formation, j'ai appris à toujours revenir à amener la personne à revenir à elle. Ok, c'est quoi ton besoin du moment? Parler en jeu. Qu'il y a plein d'outils qui existent et je pense qu'en fait, il faut voir tout ça comme un cheminement. Et la psychologie, c'est une corde à son arc en fait. Une corde, mais parmi plein d'autres cordes. Donc d'un chemin qu'on fait, un chemin qu'on fait d'abord vers soi, puis aussi vers les autres. Une fois qu'on chemine vers soi, on se dit ok, j'ai ces outils, j'ai très envie de les partager, j'ai envie d'accompagner d'autres personnes. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un petit commentaire sous cette vidéo.
et j'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite beaucoup de courage si vous vous lancez dans ces études de psychologie ou si vous êtes en train de faire ces études de psychologie. En conclusion, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout est possible en avançant par petits pas. Que si vraiment c'est votre élan, c'est votre envie, vous allez vous organiser et puis petit pas par petit pas, vous allez avancer sans même vous en rendre compte. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de la repartager aux personnes qui pourront en bénéficier. Et sur ma chaîne YouTube, en général, vous allez trouver un contenu qui sera beaucoup plus en lien avec des interviews que je peux faire où je demande aux personnes si elles sont heureuses, ce que c'est que le bonheur, si elles croient en Dieu. Vous allez trouver beaucoup de vidéos où j'ai interviewé des pèlerins du chemin de Compostelle où je leur demande mais alors pourquoi tu marches, qu'est-ce que ça t'apporte, comment tu as fait pour transcender tes peurs. Vous allez trouver ce genre de contenu là autour du voyage, de ce qu'on peut appeler le développement personnel, de la spiritualité et puis un peu de psychologie aussi. Donc bienvenue sur cette chaîne si vous me découvrez. Et à très bientôt.